Eh bien, reprise de la session. On en était donc oui voilà à la fin du paragraphe où il expliquait que les échanges du coup au niveau de Jen au départ ne sont pas du tout verbaux. Il va préciser un petit peu ce qu'il entend par là au paragraphe suivant en indiquant que d'abord le langage que vous connaissez est un processus très lent. Le langage, la forme du langage, telle qu'on peut la vivre, est quelque chose de très lent. Deux points, les lettres s'enchaînent les unes après les autres pour former un mot. Les mots pour former une phrase, qui est le résultat final d'un mode de pensée linéaire. Voilà, vraiment, il insiste cette notion de mode de pensée linéaire. Donc lui, il voit le langage comme étant propre à notre fonctionnement dans le temps linéaire tel que nous on le perçoit, avec ce processus effectivement. Donc voilà, il explique les lettres s'enchaînent les unes après les autres, ça forme des mots, et les mots s'enchaînent, ça forme des phrases. Donc il y a quelque chose de très lent, très long pour pouvoir s'exprimer complètement. Il avait déjà expliqué, j'en avais parlé il y a quelques séances, que en fait les échanges entre consciences ont lieu de manière télépathique et que les échanges se font bien avant, l'information est échangée bien avant que les mots soient exprimés. Mais il y a besoin du langage, a priori. Dans le fonctionnement que nous avons, il y a ce support physique, la vibration des cordes vocales, qui vont émettre, qui vont faire vibrer l'air, ça va se transmettre à la vitesse du son, et l'autre personne qui est en face va le recevoir par les oreilles, les tympans vont vibrer, ça va déclencher des cellules qui vont aller activer dans le cerveau un message, et ça devient des mots compréhensibles si on parle la langue. Voilà, il y a tout ce processus qui fait qu'on peut s'exprimer et que l'autre peut nous comprendre. Bon, lui, il trouve que c'est un processus lent et que c'est quelque chose de un petit peu limité, un mode de pensée linéaire. Il précise, le langage, tel que vous le connaissez, résulte partiellement et grammaticalement de vos séquences successives de temps physique. Là, ce qu'il vient de dire, c'est parce qu'il y a notre temps physique qui est composé de successions d'événements, les uns après les autres, eh bien, puisqu'il y a cette forme-là, on est obligé de reprendre cette succession également dans le langage. Succession des lettres, succession des mots, qui va former des phrases, succession des phrases qui forment des pensées, etc. Donc, le langage, tel que nous on le connaît, n'existe que parce que nous avons cette structure du temps particulière. C'est en tout cas comme ça que je comprends la phrase que Seth vient de dire. Il continue à développer sa réflexion sur le sujet en disant « Vous ne pouvez vous focaliser que sur un certain nombre de choses à la fois et la structure de votre langage ne se prête pas à la communication d'expériences complexes simultanées. » Donc, deux éléments un petit peu nouveaux dans la phrase, c'est que nous déjà, nous avons une capacité limitée pour nous focaliser sur des éléments, donc peu d'éléments
à la fois. Il dit un certain nombre de choses à la fois. Donc oui, on est capable de marcher en fumant une cigarette, en ayant une discussion avec quelqu'un, mais si en plus il faut faire un calcul un peu compliqué tout en continuant à parler, on voit que ça devient limité. Si en plus il faut se souvenir de ce qu'on a fait hier à la même heure, en faisant un calcul, en, je sais pas, en discutant d'un thème philosophique un peu pointu, voilà, au bout d'un moment, à la fois le cerveau, si on, si on reste dans l'idée que le cerveau est à l'origine de la conscience, en tout cas notre conscience doit se focaliser sur une chose principale. Hein. Plus la tâche devient complexe, plus on est obligé d'arrêter d'autres tâches. Comme si on utilisait, pour reprendre un mot d'internet, la bande passante. Hein, c'est-à-dire qu'on a un débit global pour gérer des actions. Il y a des actions qui sont presque automatiques. Je pense que marcher requiert assez peu d'attention, mais malgré tout, un minimum d'attention. Je ne sais pas le nombre de fois où ça vous arrivait quasiment de rentrer dans quelqu'un parce qu'il est en train de regarder son téléphone et tout d'un coup, il y a pouf, toute son attention est portée parce qu'il lit un message ou il doit répondre ou je sais pas trop quoi, pouf, il s'arrête au milieu de la rue comme ça. Moi, ça m'arrive des fois où je marche derrière des gens et pouf, il s'arrête. Donc en tout cas, des gens arrêtés en train de regarder leur écran, on en voit de plus en plus sur les trottoirs, j'ai l'impression. Donc on voit que même la marche, qui pourtant est quand même en grande partie basée sur un automatisme des muscles, eh bien demande quand même une attention. Donc si on met toute son attention sur autre chose, pouc, on s'arrête. Et donc, voilà, il parle de ça, donc on pourrait multiplier les exemples, mais je pense que ça parle à chacun, hein, des activités qui demandent plus d'attention que d'autres. Avec chacun, je pense, sa propre capacité d'une part à justement gérer des activités différentes et d'autre part à aussi être capable de rester concentré sur une seule activité qui va faire à fond. Hein, voilà. Donc là, il indique ça, il dit bon bah vous avez du mal à vous focaliser sur beaucoup de choses. Et il refait le lien avec le langage, parce qu'il dit que la structure propre de votre langage, donc la structure, moi je comprends physique, la manière dont le langage est constitué, les mots, les phrases, la structure grammaticale, etc., ne se prête pas à une communication d'expériences complexes simultanées. Autrement dit, là par exemple je suis en train de parler, j'exprime une idée après l'autre. Je ne vais pas pouvoir vous exprimer 5 idées en même temps importantes. Donc c'est vraiment ce lien qu'il fait entre le contenu de l'information, en gros le fond et la forme. Hein. C'est-à-dire le fond, c'est le message qui est communiqué, la communication qui a lieu, et si cette communication est trop complexe, eh bien on voit que le langage il est limité finalement. Mais en tout cas, on ne peut pas communiquer plusieurs éléments vraiment très différents d'informations en parallèle avec sa structure du langage, le langage physique. Bon, donc voilà, pour le moment, on ne sait pas forcément où est-ce qu'il va en venir. Hein. Il est en train de nous expliquer comment fonctionne notre langage. Ici, le paragraphe suivant, hein, où il va éclairer un petit peu pourquoi il nous amène là. Lui va dire « Je connais un autre type d'expérience ». Là, il vient de parler de notre expérience linéaire, communication les unes après les autres. Et lui, ce n'est pas linéaire. Il dit, voilà, mon type d'expérience qui n'est pas linéaire, je peux me focaliser sur une variété infinie d'événements simultanés et y réagir. Donc, ce qui est nouveau dans la phrase, c'est que lui, effectivement, contrairement à nous, il a accès à une variété infinie, il utilise vraiment le mot infini d'événements,
Mais ça va dans les deux sens, puisque à la fois il se focalise dessus, qu'il reçoit des informations, hein, c'est comme ça qu'on peut comprendre la notion de focalisation et de communication, mais il peut y réagir. C'est-à-dire qu'il a une partie de sa conscience qui est libre en même temps pour analyser l'information reçue et mettre la bonne action derrière qui correspond. Alors comme je disais, nous, déjà voilà, si on est en train de marcher, si jamais on est un peu concentré pour lire un message ou y répondre, on s'arrête. Hein. Donc voilà, il voulait en fait séparer clairement l'expérience qu'on a avec notre temps linéaire de notre côté, nos expériences linéaires, le langage, hein, il a insisté sur le langage, les éléments qui vont un par un, et lui, ce qu'il vit de son côté, dans sa réalité non physique, qui n'est pas linéaire, c'est-à-dire que la notion de temps, en tout cas telle que nous on la conçoit, n'existe pas, hein, puisqu'il a plusieurs fois vraiment insisté sur la notion de temps linéaire de notre côté. Lui, son expérience n'est pas linéaire, il a accès à une infinité d'événements en même temps et la capacité d'y réagir. Bon, avec les différents exemples que j'ai donnés, je pense que ça parle à chacun dans son expérience ce que ça peut représenter. Même si on ne le vit pas, on peut imaginer voilà, cette capacité à gérer un nombre infini d'informations en même temps. Ça nous paraît étonnant dans notre monde physique, mais après tout, pourquoi pas? En tout cas, voilà, la manière dont ça le présente, bon, pourquoi pas? Et là, il va continuer à détailler ce qu'il veut indiquer en disant que Robert ne pourrait pas les exprimer. Hein, tous ces événements et toutes ces réactions. Elle ne pourrait pas les exprimer. Il continue. Ils doivent donc passer par l'entonnoir de l'expression linéaire pour être communiqués. Il est dans la continuité de ce qu'il a commencé il y a quelques paragraphes, c'est-à-dire le lien entre Jen et lui. Il est en train de mieux définir, donc lui de son côté, comment ça se passe, cette conscience grouillante, une infinité de connexions, d'événements en même temps, d'informations dans tous les sens, il y réagit. Et lui, il est obligé de maîtriser quelque part les informations, l'entonnoir. Donc moi, je vois ça effectivement comme une réduction de l'expression pour aller vers simplement de mettre des mots, hein, tout simplement. Là, il est en train de dire que pour dicter le livre, pour exprimer tous les concepts qu'il a, à partir de lui, de toutes les idées qu'il a envie de nous donner, eh ben, il doit se sentir certainement très limité. En tout cas, il est obligé de limiter phrase par phrase, mot par mot, les éléments qu'il nous donne. Hein. L'entonnoir de l'expression linéaire pour être communiqué. Bon, il va quand même préciser à la suite. Cette faculté de percevoir un nombre illimité d'événements simultanés et d'y réagir est une caractéristique essentielle de tout moi global, de toute entité. Donc là, il reprend le terme générique qu'il a indiqué précédemment, l'entité. Donc, nous-mêmes, nous avons notre propre entité. Puisque même, là, ma phrase, elle est ambiguë. Nous sommes une partie de cette entité. Donc, si l'entité a des capacités extraordinaires, et si nous arrivons à développer notre capacité pour nous connecter à notre entité, eh bien, nous pourrons retrouver cette capacité à percevoir un nombre illimité d'expériences de manière simultanée. Voilà. Cette faculté est une caractéristique de tout moi global. Il y a une caractéristique essentielle. Et c'est sans doute aussi ce qui fait la différence entre une personnalité avec les perceptions. Il a dit que la personnalité, c'était ce qui percevait, et
l'entité globale qui, elle, doit finalement tout percevoir en même temps. Et 7 continue en disant que je n'en fais donc pas un exploit que je serais seul à accomplir. En fait, il expliquait l'expérience que lui, il avait pour nous dire ensuite que nous avons, en tout cas, toutes les entités, donc comme nous sommes une partie d'entité, nous pouvons nous inclure dedans, nous avons tous cette capacité. Bon, la 7 va continuer le paragraphe suivant en disant que tout lecteur confortablement installé à l'intérieur d'une forme physique, donc là il parle à notre partie physique, avec son humour habituel, il rajoute « du moins, je le présume », il espère que nous sommes bien installés dans notre forme physique. Robert va indiquer d'ailleurs entre parenthèses que c'est dit avec humour. Et cette continue en disant voilà, donc tout lecteur ne connaît, je l'ai dit, qu'une petite partie de lui-même. La personnalité n'est qu'une manifestation, une partie indépendante et éternellement valide de l'identité globale ou entité. Donc, je l'avais annoncé il y a déjà quelques séances, c'est là où il va définir clairement ces deux notions. La personnalité, donc il a expliqué juste la page précédente que c'était ce qu'il percevait dans un état de perpétuel changement. Il a dit que c'est une manifestation particulière, une partie, et il dit même qu'elle est indépendante et éternellement valide. Donc le schéma que j'avais fait avec les tentacules qui partaient de l'entité, ça veut dire qu'une fois qu'une tentacule, est créée, une fois qu'une personnalité, une fois que cette partie particulière de l'entité est créée, donc voilà, là j'utilise un mot créé, je ne sais pas exactement comment ça se forme, mais en tout cas, puisque quand on vient vivre une expérience terrestre, on est une personnalité, il y a sans doute un moment donné où il y a cette création particulière. Mais en tout cas, cette personnalité, c'est une partie qui est tout le temps valide, qui n'a pas de début, enfin pas de fin, en tout cas, effectivement, éternellement valide. Alors oui, d'ailleurs, peut-être, je reviens sur ce que je viens de dire. Éternellement valide, ça veut peut-être dire également qu'il n'y a pas de début. Mais encore une fois, dans la notion de temps tel qu'on le perçoit. C'est-à-dire que l'entité n'est pas prisonnière de notre temps linéaire. Et que donc nous-mêmes, puisque je suis une personnalité, là, en train de m'exprimer, et bien finalement, sans vraiment que je m'en rende compte et ni savoir comment ni pourquoi, je n'ai pas de début et je n'ai pas de fin. Si on reste sur la notion d'éternellement valide. En tout cas, on a bien ces deux niveaux, l'entité globale et différentes personnalités, chacune étant une partie, mais indépendante. Il y a vraiment cette définition-là. On a donc notre autonomie sur un certain nombre de sujets et une capacité à se relier malgré tout à l'entité. Seth va continuer l'explication entre le lien entre Jen et lui en disant pendant ces communications, la conscience de Robert se dilate tout en se focalisant dans une dimension différente. Donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau, il complète, il redit. Donc la conscience de Jen ou Robert, là, puisqu'il parle de l'identité globale, se dilate, on avait vu la notion d'expansion, mais va se focaliser. Donc il y a vraiment cette notion de faisceau. Focaliser, c'est d'amener vraiment un point de mire, de viser quelque chose de particulier dans une autre dimension.
une dimension différente. Donc ce n'est pas la réalité physique. Et il poursuit d'ailleurs, dans la suite de sa phrase, en disant que c'est une dimension située entre sa réalité et la mienne. Donc, Seth a son propre champ de réalité, Jen ou Robert, son entité, a son propre champ de réalité, et Robert va donc aller chercher dans une autre dimension. Et c'est là où ils peuvent se rencontrer. Seth va d'ailleurs préciser que ce champ de dimension particulier, il dit que c'est un champ relativement dépourvu de distraction. Voilà. Donc, il n'en dit pas tellement plus. En tout cas, il faut comprendre qu'il y a chacun de son côté et qu'ils vont se retrouver. C'est là où les échanges se font, dans une autre dimension. Ils ont besoin d'une dimension d'interface. Pour que cette aille vers cette réalité physique, lui, il sera toujours en dehors de la réalité physique. Il avait dit à une séance précédente qu'il l'utilisait comme un passeport. Et le passeport, finalement, c'est Jen. Lui, il va émettre une partie de sa conscience dans une dimension intermédiaire, sans doute, j'imagine, là c'est moi qui interprète, mais plus proche au niveau des caractéristiques de celle de la réalité physique, en tout cas suffisamment proche pour que Jen y ait accès. Ce que je comprends surtout, moi, c'est que Jen n'aura pas, a priori, la capacité directe pour aller chercher dans la dimension de Seth. Et que Seth n'a pas non plus la capacité d'avoir accès directement à la réalité physique. Il y a besoin d'une dimension interface, et c'est pour ça que j'imagine, et là c'est vraiment mon interprétation, que cette dimension, ce champ de dimension interface, a des caractéristiques qui sont un petit peu intermédiaires entre les deux dimensions. Seth précise à la phrase suivante que dans cet espace-là, ce champ particulier, donc même voilà, dépourvu des distractions, donc il est là, c'est un champ assez neutre, justement, il doit avoir en tout cas certaines caractéristiques, et dans cet endroit-là, je lui transmets certains concepts avec sa permission et son consentement. Il insiste beaucoup dessus. Je pense que ce premier chapitre, il veut poser des bases très claires et il veut vraiment clarifier le lien entre Jen et lui, le fonctionnement, comment marche la communication. Donc dans cet espace particulier, il va pouvoir lui donner les concepts que lui, il avait, ce qu'il veut émettre. Et il redit, il confirme que Jen est d'accord. Il y a besoin de sa permission et son consentement. Et l'échange se fait donc à ce moment-là. Également, il va préciser, phrase suivante, que ces concepts ne sont pas neutres. Car toute information, toute connaissance porte le sceau de la personnalité qui la détient ou la transmet. Là, je suis en train de rechercher vite fait parce qu'il en avait déjà parlé, cette notion de réalité qui est forcément subjective. Voilà, c'était effectivement au début. Alors, bon, oui, non, là, je retrouve pas comme ça rapidement. Bon, vous retrouverez, en tout cas, dans mes premières sessions, c'est autour de la page 30, 31, 32 par là. Bon, là, écoutez, je ne me retrouve pas directement
C'est pas grave, on regardera après la session, s'il y a besoin. Donc là, il reprécise que les informations, en tout cas, et je suis sûr qu'il avait déjà dit un peu plus tôt dans le livre, sont forcément subjectives, sont forcément retraduites, digérées, interprétées, déformées par la personnalité qui les transmettent. Là, il le redit clairement. Et ça apporte une sorte de bémol, c'est-à-dire ça reprécise que il n'est pas en train de parler de la réalité. Il ne détient pas la vérité. La vérité au sens large n'existe pas forcément. La réalité, sous sa forme de vérité objective, c'est peut-être un fantasme. Malgré tout, j'ai l'impression que il a expliqué aussi avant, c'est-à-dire de dire que il avait un âge bien plus important que ce qu'on pouvait même imaginer. Il était conscient avant que la Terre existe. Donc il se permet malgré tout de nous donner des informations. Il se considère comme un enseignant. Et il transmet des informations qui nous sont déjà utiles, même si elles sont déjà déformées, interprétées. C'est suffisamment nouveau, entre guillemets, pour nous, nouveau parce qu'on l'a oublié. En tout cas, les informations qu'il cherche à transmettre sont, à mon sens, très importantes. Et comme il va les exprimer sous différentes formes à plusieurs endroits dans ses livres, c'est en croisant ces informations-là et chaque lecteur en cherchant en lui-même. Je redis l'information de tout à l'heure, ce que Seth nous explique. C'est à nous de chercher notre vérité à l'intérieur. Lui, il donne sa version de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il connaît tout, et ça ne veut pas dire que ce qu'il transmet est neutre. Donc voilà, il l'a redit clairement une nouvelle fois dans cette phrase-là, une phrase importante en tout cas, à mes yeux. Et puis il va continuer à expliquer la manière dont ces phrases sont transmises. En disant, Robert met sa connaissance verbale à notre disposition. Connaissance verbale, c'est-à-dire que justement il l'a choisi aussi parce qu'elle était écrivain. Donc elle a une connaissance particulière au niveau du vocabulaire, des textes, des phrases qui sont utilisées par Seth et pour pouvoir transmettre le livre. Il dit voilà, elle met sa connaissance verbale à notre disposition et de manière tout à fait automatique, nous sommes ensemble, vraiment Jen et Seth ensemble, à l'origine des paroles prononcées. Donc le lien dont on parle, il est quand même vraiment particulier. Ils sont deux consciences à se relier pour se mettre d'accord sur les mots à exprimer. Seth arrive avec ses concepts, Jen arrive avec sa connaissance de la réalité physique, sa connaissance du langage, sa manière de s'exprimer. Et c'est ce croisement entre les deux qui va former un message unique, qui est ce que nous sommes en train de lire. Nous sommes ensemble, dit Seth, à l'origine des paroles prononcées. C'est quand même assez particulier dans notre vie de tous les jours, ça se rencontre pas tous les jours. Et il parle en même temps de manière automatique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez spontané, d'assez fluide.
il y a un échange qui se fait dans cet espace qui n'est pas la réalité physique, qui n'est pas le champ de réalité où vit Seth. Ils arrivent à échanger des concepts. Jen arrive à mettre des mots dessus. Seth valide quelque part et les mots sont prononcés, a priori quasiment directement. Seth continue à expliquer aussi voilà, comment ça peut fonctionner en disant que il peut parfois surgir des distractions et toute information peut être déformée. Là aussi, c'est un sujet sur lequel Jen est inquiète depuis le début du livre et même depuis les premières sessions, puisqu'elle s'est rendue compte, je crois que la première fois où elle s'en est vraiment rendue compte, ils attendaient un ami. Donc c'était une des premières sessions. Ils avaient demandé à Seth, est-ce que ça gênerait si un ami pouvait venir en témoin aux sessions pour prendre des notes de son côté, pour aussi faire des attestations de ce qui était dit, pour échanger, pour vérifier que Seth avait des capacités de clairvoyance. Et donc, voilà, il était attendu pour 9 heures, le début de la session, leur ami. Et au tout début, donc, bon, il n'arrive pas, et donc Seth commence à parler. Et à un moment donné, je sais plus, oui, je crois qu'on entend le bruit d'une voiture en bas. En tout cas, Jen a l'impression d'entendre le bruit d'une voiture. Je sais plus si Robert le note dans ses commentaires. Et un petit peu après, Jen, alors on sait pas à l'époque, voilà, c'est Seth, on va dire, sous les phrases de Jen, va prononcer en tout cas les mots de dire, voilà, votre ami arrive. Et donc, peut-être qu'il y a une interruption de séance, Jen va ouvrir la porte, il n'y a personne, ils attendent, et finalement, l'ami n'est pas venu de toute la séance. Et à la session suivante, Seth va indiquer, alors je ne sais plus si c'est la suivante ou quelques-unes après, il va dire, oui, effectivement, Jen était tellement dans l'attente de la venue de son ami qu'elle l'a inventé. Et que c'est rentré dans l'ensemble du message que Seth donnait et que ça avait l'air aussi valide. C'est pour ça qu'on avait l'impression que c'était Seth qui donnait une information alors que c'était Jen qui était intervenue. Et avec ce que je viens d'expliquer dans cette séance, on comprend mieux l'interface où il y a les concepts de Seth qui sont transmis, Jen qui va former des phrases, des mots. Il y a peut-être une sorte de validation quelque part de Seth. Là, c'est pas expliqué, donc je ne peux que imaginer un petit peu comment ça se passe. Mais à un moment donné, de toute manière, puisque partout Seth insiste sur le fait que c'est Jen qui a son consentement, et qu'à aucun moment Seth maîtrise, contrôle le corps de Jen ou les paroles. Donc quelque part, Jen s'exprime comme si c'était Seth, surtout que dans les premières sessions, elle n'a pas elle n'utilise pas la voix de Seth. Elle parle encore avec son propre timbre de voix, vraiment avec ses mots. Donc je dirais, il a fallu plusieurs mois ou années pour que petit à petit, Seth arrive à s'incarner un peu plus, à ce que sa personnalité transparaisse plus dans le corps de Jen. Encore une fois, toujours avec son accord. Mais en tout cas, il y a cette possibilité que Seth, oui, comme s'il prenait corps, le timbre de la voix, le son, etc. Ce que j'ai dit en début de cette séance. Mais malgré tout, et c'est important de comprendre ça, il y a des interactions. Et Jen, par moment, peut soit bloquer. Il y a plusieurs informations importantes que Seth voulait dire à propos de Jen. Et il aura fallu des mois et des mois pour que Jen, enfin, lâche
et autorise Seth, parce que c'est un peu des formes c'est des commentaires, donc ça peut ressembler un peu à des critiques. C'est-à-dire il va dire, ben voilà, Jen, elle fonctionne de telle manière, il faudrait qu'elle fasse plutôt ça. Il donne des conseils vraiment pratiques dans sa vie, mais à un moment donné, elle n'était pas prête à l'écouter, donc elle le bloquait. Donc ça, c'est une première perturbation qui peut exister, mais il est aussi possible pour Jen de mettre quelque part ses propres mots, ses propres concepts, ou ses propres phrases en tout cas, dans les interventions, tout en continuant à parler comme si c'était Seth. Donc Seth parle là de distraction et d'informations qui peuvent être déformées. Il précise également, phrase suivante, que nous sommes maintenant habitués à travailler ensemble. Et les déformations sont exceptionnelles. Seth a également expliqué dans une session que les déformations arrivent plutôt en début ou en fin de session et que quand ils sont vraiment plongés dans la transe au cœur de la session, le message a l'air d'être plus fidèle. Donc ce paragraphe explique la manière dont le message est transmis et il revient sur ces déformations possibles. Le paragraphe suivant, il explique de son côté, et il continue à vraiment expliquer le fonctionnement en disant que une partie de mon énergie est également projetée en Robert. Donc, une partie de son énergie, c'est plus que des concepts ou des idées. C'est ce qui fait que Seth est ce qu'il est. Pour moi, c'est comme ça que je comprends la notion d'énergie. Il donne, ou il prête, enfin je ne sais pas, il envoie en tout cas. Là, il utilise le mot de projeter en Robert. Donc une partie de l'énergie, de sa propre dynamique, de la propre énergie vitale qu'il a, vient donc se rajouter dans la personnalité de Jen. Et nos énergies combinées, rajoute-t-il, activent sa forme physique pendant nos sessions. Et c'est bien pour ça que on retrouve des caractéristiques propres à la personnalité de Seth dans le corps de Jen, parce que il y a toute l'énergie de Jen, a priori, mais il y a également une partie en plus qui est rajoutée de l'énergie de Seth. Et donc c'est l'ensemble, dit-il, qui active le corps, la forme physique. Les paroles qui sont dites, la manière dont elle se tient, etc., etc. Il complète la phrase en disant « Et en ce moment même, pendant que je prononce ces phrases, excusez-moi, il y a un point final. Donc, c'est nos énergies combinées activent sa forme physique pendant une session et en ce moment même, pendant que je prononce ces phrases. Excusez-moi. Donc rien de nouveau, simplement un complément pour bien expliquer le fait que ça va au-delà simplement de quelque chose de l'ordre de la conscience qui est émis par Seth. Il a bien parlé de focalisation un peu plus tôt. Mais là, il indique qu'il est aussi en capacité de projeter une partie de son énergie. Donc c'est une partie assez particulière. Enfin, dans la vie de tous les jours, si on avait la capacité de donner son énergie à quelqu'un, est-ce qu'on le ferait? Qu'est-ce que ça donnerait? Est-ce qu'il lui donne? Est-ce qu'il lui prête? Enfin là, à ce niveau-là, c'est pas forcément bien expliqué, mais en tout cas, pour faire simple,
on voit qu'il y a une émanation qui va au-delà de la conscience de la part de Seth dans Jen, et comme je l'ai déjà dit, ce qui explique la, l'apparition dans le monde physique, ce qui explique cette incorporation de Seth. Il reste un petit peu flou avec la phrase suivante en disant que il existe encore bien d'autres ramifications dont je parlerai plus tard. Bon, ça fait partie des phrases un petit peu mystérieuses que Seth peut avoir. Bon, simplement ce qu'il faut retenir, c'est que ça ne se limite donc pas ni à la conscience ni à l'énergie, et que Seth va transmettre quelque chose de plus vers Jen, et que peut-être Jen également va émettre dans cet espace intermédiaire d'autres éléments. Bon, il indique qu'il en parlera plus tard, on y reviendra à ces moments-là. Et il continue en disant que vous pouvez faire une pause, ce qu'ils font de 21h46 à 21h55. Et puis la session reprend. Seth continue de préciser le fonctionnement en disant « Je ne suis donc pas un produit du subconscient de Robert. » Point virgule, il n'est pas davantage le produit de mon subconscient. Mon est indiqué en gras. Donc ça, ce sont les mots que Seth lui-même veut surligner. Dans la version anglaise, c'est surligné. Un thème, je pense, toujours important, toujours à la fin de ce premier chapitre pour expliquer ou rassurer peut-être le fonctionnement. Jen en avait beaucoup parlé dans son introduction et ça lui a posé question très longtemps. Si vous vous rappelez bien, elle est même allée chercher des psychologues. Voilà, elle a fait des tests avec différentes personnes pour essayer de comprendre est-ce que Seth était juste une partie de son inconscient, de son subconscient, ou inversement. Voilà, même là c'est Seth qui dit ça, effectivement, il dit que Jen n'est pas non plus une partie de mon subconscient à moi. Hein, donc il ne faut pas voir, je présente cette phrase par la négative, hein. Il ne faut pas voir Seth comme une sous-partie de Jen, il ne faut pas voir Jen comme une sous-partie de Seth. Juste pour réaffirmer, du coup, par la positive, que ce sont deux personnalités strictement indépendantes. Seth continue à préciser toujours en disant « Je ne suis pas non plus une personnalité secondaire. » J'avais cité le cas à la séance précédente de la schizophrénie. Il me semble que c'est ce qu'on retrouve chez les personnes schizophrènes, une ou plusieurs personnalités secondaires qui sont présentes et qui vont ponctuellement prendre la place de la personnalité principale. Donc là, lui, il dit à nouveau une phrase négative, hein, pour vraiment préciser ce qu'il n'est pas. Je ne suis pas non plus une personnalité secondaire qui chercherait une façon ingénieuse de miner un ego précaire. Donc, toujours dans cette précision du lien entre Jen et Seth, là, il dit que effectivement Jen vit toute son indépendance et que lui, il n'est pas en train d'essayer. Alors bon, c'est lui qui le dit, donc après on le croit ou pas, mais il précise lui dans son fonctionnement qu'il n'est pas en train d'essayer de prendre possession de Jen. Lui, il va parler de personnalités secondaires qui cherchent à retirer l'ego
de Jen, fragiliser, excusez-moi, son ego pour, pour que cette personnalité apparaisse, cette personnalité secondaire, et prenne le pas. Il va même dire qu'il fait exactement l'inverse, phrase suivante, en disant « J'ai veillé, en fait, à ce que toutes les parties de la personnalité de Robert bénéficient de nos sessions et à ce que leur intégrité soit maintenue et honorée. » Là, il parle de manière très large. Il utilise les mots de toutes les parties de la personnalité de Robert. Donc, Jen, autrement dit, dans son ensemble, toute cette personnalité particulière, lui, il prétend qu'il fait tout son possible pour, au contraire, que ce soit favorable à toutes ces parties-là. Que le travail qu'ils ont pendant les sessions, alors il l'a dit juste avant, il envoie une partie de son énergie et puis il y a d'autres ramifications. Donc, à ce niveau-là du livre, on n'a pas d'autres explications. Il cherche simplement à rassurer lui avec son explication. Quelque part, on peut aussi être rassuré en sachant que ça fait 7 ans. À nouveau, j'insiste dessus parce que c'est pas anodin. 2 fois par semaine, environ 2 heures chaque fois, pendant 7 ans, 7 va être présent et dicter des phrases entières, des concepts entiers, pris en note par Robert. Dès que Jen veut arrêter la session, dès que Jen ne veut pas commencer une session, 7 n'est plus présent. Et ça, c'est du vécu. Jen, elle le sait très bien. Quand elle ne veut pas que 7 intervienne, ou quand elle veut bloquer des messages de 7 parce que c'est un peu du poil à gratter pour elle, elle le bloque. Donc ça conforterait en tout cas ce que dit 7 à cet endroit-là. Donc il le dit lui à sa manière, et Jen l'a confirmé, et peut-être même dans son introduction, elle devait en parler. Là, il dit que ça va plus loin que juste un échange, que c'est bénéfique pour toutes les parties de la personnalité de Jen. Il utilise le mot de Robert, là ce qui me semble un petit peu étrange, puisque Robert c'est normalement le nom de l'entité générale, et s'il utilise le mot de personnalité, normalement il parlerait plutôt de Jen. Bon. Et il dit que il cherche à faire en sorte que l'intégrité de toute cette personnalité, de toutes ces différentes parties, soit maintenue et même honorée. Là, c'est un mot très fort. C'est pas juste je maintiens ce qui est présent. Il cherche à rendre hommage à toutes les personnes, toutes les parties. Excusez-moi, décidément ce soir, je dois être un peu plus fatigué. À toutes les parties de Jen, à tout ce que Jen est dans son intégrité. Il honore, c'est quand même vraiment important. Il cherche à mettre en valeur, à leur garder leur place, à ne pas les rabaisser. Il travaille main dans la main avec Jen. Alors là, j'ai une phrase qui me passait en tête en disant, en la considérant comme une personne au même niveau qu'elle, bon, peut-être pas à ce point-là, là je déforme sans doute la pensée de Seth, mais en tout cas, sans minimiser, voilà, là ça me semble plus fiable, sans minimiser aucunement ce que Jen est, avec ses limites. Seth a des limites, Jen a des limites, nous avons tous nos limites. Ce soir, visiblement, j'ai des limites, puisque je bafouille un petit peu. Voilà, mais ça reste un petit peu comme je disais en début de séance, c'est-à-dire cette vision de se dire que la vie
n'est pas parfaite, est remplie de petites imperfections, mais ces imperfections sont parfaites dans ce qu'elles sont, dans l'expérience qu'elles nous permettent de vivre. Et donc là, on a quand même une entité très âgée, euh, j'ose utiliser le terme de supérieur, enfin dans le sens une grande entité qui cherche à entrer en communication avec nous pour nous donner des informations qui nous sont bonnes, a priori à chacun d'entre nous, en tout cas qui nous apportent des éléments de réflexion sur notre vie, comment avancer, ce que c'est la réalité, bon, comment on peut plutôt améliorer notre vie, la relation que nous avons entre nous et le monde qui nous entoure. Hein, c'est bien ce que Seth nous propose. Eh bien, cette grande entité, moi je la trouve extrêmement bienveillante. On l'a déjà vu à plusieurs moments, Seth prend soin de la main de Robert qui prend les notes, et à ne pas parler trop vite. Là, il dit qu'il cherche à garder Jen dans la place qu'elle occupe, cette place particulière. Alors, bien sûr, oui, Seth a besoin d'elle. Il vient de l'expliquer longuement dans les différents paragraphes, comment ça fonctionne. Oui, sans Jen, Seth ne peut pas communiquer avec nous. Oui, il a besoin d'une interface. Mais cette interface, il sait qui elle est, il la connaît, et donc il est, alors c'est peut-être d'autant plus reconnaissant qu'elle est acceptée. N'oublions pas que nous sommes dans des mondes de probabilité, que la réalité parallèle, probable, dans lequel nous sommes, eh bien, Jen a accepté la mission, entre guillemets, que Seth lui proposait. Seth a cherché à rentrer en communication avec elle. Elle aurait pu refuser. Elle aurait pu vivre plein d'autres réalités parallèles, dans lesquelles Seth n'aurait pas dicté les livres, dans lesquels je ne serais pas en train de vous parler des livres de Seth parce qu'ils n'existeraient pas. Nous sommes dans cette réalité particulière où, parmi toutes les probabilités possibles, Seth a réussi à rentrer en communication avec Jen. Jen a réussi à capter et à rentrer en communication avec Seth. Elle arrive à dicter les mots de Seth, elle arrive à dicter les concepts. Ils ont réussi à maintenir ça plusieurs années. Seth a réussi plusieurs fois à corriger quand il y avait des déformations dans les phrases que Jen disait. Donc c'est tout un travail monumental en fait. Et c'est une réalité possible. En gros, c'est par hasard. Mais si on croit au hasard. En tout cas, il y a plein d'autres réalités où les livres de Seth n'existent pas. Donc nous avons décidé dans cette réalité-là que ça se passe comme ça se passe. Et je pense que c'est important de garder ça en tête. Et c'est sans doute aussi pour ça que il y a cette vision bienveillante de Seth. Alors, je pense que lui, il a accès à toutes les autres réalités probables et parallèles. Et que, il voit qu'il y a d'autres réalités. Il n'arrive pas à transmettre son message, alors que c'est pourtant sa raison d'être, quelque part. Hein. Il avait expliqué à un moment donné que c'était son travail. Je suis enseignant. C'est mon but dans l'existence. Et bien là, dans cette existence-là, il y a réussi. Il vient d'expliquer tout ce qu'il a fallu mettre en place, donc ça permet aussi de remettre les choses à leur juste place et de comprendre aussi la chance. Je réutilise ce mot un petit peu involontairement.
Ça nous permet d'éprouver peut-être de la gratitude simplement sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Et si vous êtes en train de m'écouter, ça fait déjà plusieurs séances que je guide, hein, je vais continuer. J'essaie à peu près toutes les semaines de maintenir le rythme. Pour le moment, j'arrive à le caser dans mon temps libre. Enfin, je crée du temps libre pour le caser dans ma vie. Voilà, c'est plus réaliste de le prononcer comme ça. Si vous êtes en train de m'écouter, c'est que les phrases de Seth ont du sens pour vous. Et que ça va donc amener, sans doute, des déclenchements plus ou moins forts dans votre vie. En tout cas, gardez en tête que ça ne peut venir que s'il y a une volonté de votre part. Une volonté d'écouter, une volonté de se remettre en question, une volonté d'ouvrir le champ des possibles. On est toujours dans cette créativité, cette intuition proposée par Seth dans la définition de ce qui fait le cœur de chaque conscience. Nous en avons bientôt terminé avec le premier chapitre, ce sera pour la prochaine séance. Nous sommes page 44 et je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, en tout cas pour le guidage enregistré. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à très